Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans le cadre des 30 ans de la Conférence nationale des forces vives du Bénin, le chef de l'État, Patrice Talon, a accordé un entretien à la presse pour analyser les acquis. Alors, pour décrypter le plateau, je reçois ce soir donc sur le plateau de E-Télé, Monsieur Distel Amoussou. Il est consultant en communication. Bonsoir, Monsieur Amoussou. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de E-Télé. Merci. En dehors de lui, il est sur le plateau également, le consultant politique de E-Télé, Agapit Maforican. Bonsoir, monsieur Maforican. Bonsoir, bonsoir Brunel, bonsoir Distel. Évidemment, c'est pas café politique. Exactement, parce que vous avez l'habitude de vous voir sur Café Politique. Ouais. Un troisième invité, c'est le chroniqueur économique de E-Télé, François-Xavier Noumon. Bonsoir. Bonsoir Brunel, bonsoir à tous ceux qui nous suivent ici et ailleurs. Très bien. Alors, ma première question s'adresse à vous, monsieur Agapit Maforican. Nous avons suivi aujourd'hui le chef de l'État, vous l'avez suivi comme beaucoup de Béninois d'ailleurs. Mais pourquoi aujourd'hui? D'habitude, on ne le voit pas forcément lors de la commémoration des anniversaires de la conférence nationale. Écoutez, je me suis posé la même question et à l'écouter, à suivre ces interventions, je me suis laissé dire que le président Talon n'a pas voulu laisser passer cette occasion des 30 ans de la conférence nationale. Et comme personnellement je l'ai fait, et comme l'analyste naturel devra pouvoir le faire, il s'est inséré dans ce dispositif des 30 ans. Il a inséré l'action qu'il mène au nom du peuple béninois, l'action qu'il mène pour la modernisation du pays, pour un certain nombre à travers un certain nombre de réformes. Il a mis en même temps d'emblée dans le processus des 30 ans de la conférence. Et ça, je pense que c'est ça la continuation ou la continuité, le principe de corde l'une les unes après les autres. Et vers la fin, il a parlé donc de 60 ans. On lui a demandé est-ce qu'il y a des commémorations particulières pour les 30 ans. Il a dit non, pas du tout. Nous avons également notre événement, les 60 ans de notre indépendance. Oui. Et donc, que tout ça va se lier. Et ça, effectivement, dans un État qui se respecte dans une nation, effectivement, il faut que tout ça donc pour moi... une sortie importante. Ah oui, une sortie opportune, à mon avis, pertinente, et qui va devoir prendre date. Désormais, vous ne pouvez plus analyser les 30 ans de la conférence nationale sans insérer cette sortie présidentielle qui lui a permis de fixer certains caps, un certain nombre de choses et de revenir sur quelques approches. Je pense quand même qu'il a quand même répondu à un certain nombre de questions. Tout calmement, il a réglé, il a décodé, il a décodé un certain nombre de petites situations sur lesquelles on peut revenir si le temps nous le permet. Mais franchement, c'est une sortie, à mon avis, opportune. Très bien. Alors, monsieur Amoussou, comment est-ce que vous l'avez trouvé, vous? Alors, le président Patrice Talon a voulu saisir la commémoration des noces des perles du peuple béninois avec la démocratie. Vous savez, en matière de mariage religieux chez les catholiques, 30 ans, ça se célèbre en noces de perles. Le chef de l'État, le président Patrice Talon, n'a pas voulu laisser passer l'événement. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Et pourquoi? Parce que il veut marquer l'histoire. Il veut marquer l'histoire en montrant à ses compatriotes qu'il sait aussi se saisir du symbolisme ou des symboles. Et puis cette sortie, pour le chef de l'État, s'inscrit dans une sorte de trilogie ou même d'activité tripartite jubilatoire. C'est-à-dire que pour le chef de l'État, les 30 ans coïncident avec les 60 ans d'indépendance de notre pays et avec le nouveau concept, le nouveau management de gouvernance qu'il a instauré. Alors, il n'a pas voulu laisser passer l'événement, il a voulu se saisir de cet événement pour faire cette sortie. Cette sortie, je l'appelle aussi une sortie de recadrage. C'est une sortie de recadrage parce que les Béninois, pendant 30 ans, ont eu une conception de la démocratie. Et le chef de l'État s'est saisi de cette occasion pour nous dire, nous, Béninois, qu'il ne suffit pas que de démocratie pour se développer.
Très bien. Il ne suffit pas que de liberté individuelle ou collective pour se développer. Il faut aussi travailler avant de se développer. Donc ce cadrage-là était nécessaire pour le président de la République. D'accord. Alors, avant de rentrer dans les aspects qui ont été abordés lors de cet entretien, je voudrais quand même avoir l'avis de notre chroniqueur sur son exercice. Oui, je pense que comme il y a 30 ans, la conférence nationale a, accouché d'une série de profondes mutations pour la vie de notre pays. Le chef de l'État a tenu à réaffirmer également que son mandat s'inscrit dans la même droite ligne et son mandat est un mandat de réforme qui accouche également, on peut le voir, on peut le constater, de profondes réformes, de profondes mutations pour la collectivité que nous formons. Et que quand on parle d'acquis de la conférence nationale, il serait mortifère pour la nation que nous formons de s'enfermer dans un immobilisme coupable. Quand on parle d'acquis, l'acquis doit être dynamique à travers le temps, et le chef de l'État a tenu à réaffirmer que nous ne devrions pas nous enfermer dans un passéisme assez statique, mais que nous devons nous adapter aux évolutions de notre temps. Donc je pense que c'est un discours fort à propos, c'est une sortie bienvenue et qui permet de sortir un peu tous ceux qui voudraient nous enfermer dans cette histoire de la conférence nationale comme parler des acquis comme un fétiche auquel on ne devrait pas toucher. L'histoire d'un pays se construit à travers le temps, et aujourd'hui c'est le temps des réformes, c'est le temps de s'inventer un nouvel avenir. Voilà. Merci François-Xavier Noumon. Alors justement, ils ont parlé des acquis, et le premier aspect qui a été abordé, ce sont les réformes sur les libertés individuelles. Le droit de grève a été donc abordé dans ce sens. Est-ce que vous avez l'impression, M. Maforican, qu'un acquis de la conférence a été perdu, le recadrage du droit de grève? Pas du tout, mais elle n'a pas du tout. Je pense qu'il faudrait regarder les contextes. Et ça, notre rôle, c'est justement d'attirer l'attention et d'orienter nos compatriotes, l'opinion publique, de le faire humblement là-dessus. Il y a 30 ans, l'État était à terre, il n'y avait plus d'État. Il y a 30 ans, les banques étaient vides. Il y a 30 ans, les salaires n'étaient pas payés. Il y a 30 ans, on était, les écoles étaient fermées. Au moment où s'ouvrait la conférence nationale, les écoles il faisait 13-14 mois que les écoles étaient fermées. Les travailleurs cumulaient 6 à 8 mois d'impayés. L'État n'arrivait plus à assumer totalement toutes ces charges régaliennes. Au niveau international, nous n'étions plus du tout respectés. Les révolutionnaires de l'époque étaient obligés de ravaler leur propre mission, peut être aussi trivial en parlant ainsi. Donc, ils étaient obligés donc d'accepter ce qu'ils refusaient. Ils étaient obligés d'aller vers l'impérialisme international, vers les bourgeois, vers tout ce qu'ils ont stigmatisé. C'était obligé donc Nous n'étions plus fiers d'être béninois, il faut le dire. Donc, la révolution a échoué. On peut trouver les raisons après, mais du fait même de cette crise, de cette grave crise économique, et donc qui a créé le désastre du système. On peut ajouter la contingence internationale, la conjoncture internationale. De ce fait, l'État n'était plus là, n'existait plus, et on n'avait plus de constitution réelle. On avait un seul homme au pouvoir à qui les instances ont laissé la main, donc de colmater les brèches par la conférence nationale. C'est bien de le recadrer aujourd'hui, parce que on parle de cette conférence comme une messe normale qui a été dite pour consensus. Non, c'était pas une messe normale. C'était qu'il fallait parer au plus précis, il fallait trouver une porte de sortie. On avait le dos au mur. Mais aujourd'hui, on n'est pas dans le même contexte. Aujourd'hui, nous avons un État qui tourne. Nous avons un État qui se réforme. Nous avons un État qui se modernise. Nous n'avons pas de problème de liquidité. On n'a pas de problème de salaire impayé. On n'a pas de problème donc On est fiers d'être béninois aujourd'hui. Les indices internationaux nous sont favorables. Le Bénin est mieux coté. Voilà les deux versants de la chose aujourd'hui. Alors donc, est-ce que les libertés, l'histoire de la réglementation du droit de grève, fait que nous avons reculé mais pas du tout. Pas du tout, parce que justement, il y a 30 ans, nous étions dans un système de monolithisme, de régime de parti unique. Aujourd'hui, nous sommes dans un régime, on a connu le multipartisme intégral et toute la pagaille qui va avec. On a connu la clanisation de la politique.
Nous avons connu la dispersion des forces, on a connu carrément le désordre politique, l'absence totale d'idéal et la fuite de l'excellence. Nous avons connu, on n'a pu rien faire. Et tout à l'heure, ça ne vous a pas échappé. Le président dit, nous ne pouvons pas, il y a 30 ans, il y a des choses qu'on devrait faire que nous n'avons pas pu faire. Aujourd'hui, nous devons pouvoir les faire. Ça veut dire qu'on a fait de l'immobilisme sur 30 ans. On s'est adossé à la démocratie, croyant que l'incantation démocratique finit par nous donner, un peu comme le discours de la boule de décembre 90, qui fait croire qu'il suffit d'avoir la démocratie pour avoir le développement. On a compris qu'il faut le travail. C'est ça que le chef d'État disait en disant, il faut autre chose que un peu les symboles ou bien que les idéologies, que les idéologies. Donc, l'un dans l'autre, je pense que il fallait bien situer les deux contextes. J'aurais fini quand j'ajouterais que regardez ceux qui l'ont interviewé, c'est deux générations. Oui, justement, il y a une génération qui est en train de s'éteindre. C'est celle de notre aîné, valeureux, doyen, formateur aujourd'hui, André-Marie Johnson, qui fait partie d'une génération dorée de journalistes qu'on avait qu'on avait fierté à regarder, qu'on avait envie de copier, et qui ont fait la fierté, qui ont couvert la conférence nationale avec beaucoup de doigté, beaucoup de plaisir, beaucoup d'abnégation, beaucoup de professionnalisme, on peut tout dire avec eux. Mais ils ont appartenu, ils ont tout vu, ils ont vu la révolution, ils ont vécu la démocratie, ils ont vu les deux fonctionner. Ils ont vécu donc la discipline révolutionnaire, ils ont vu la pagaille démocratique, ils ont leur conception sans doute. Et puis il y a une jeune génération, c'est avec Gaston Yamaro, produit donc du renouveau démocratique, émanant d'une radio locale, une radio, disons, de localité de Parakou, donc, et qui connaît, qui est tourné plutôt vers ce demain que nous sommes appelés à bâtir. Voilà les deux générations qui ont été ensemble pour pouvoir... Je pense que la génération d'André-Marie Johnson a contribué à fabriquer la génération de Gaston Yamaro. André-Marie Johnson était formateur, il enseigne dans les écoles. Donc, il fait partie de ceux qui transmettent ce savoir-faire à la nouvelle génération, mais avec aussi la nouvelle génération qui a sa manière aussi de percevoir. Donc, vous comprenez que c'est un passage de témoin. Entre les journalistes, il y a ceux qui passent le témoin, mais le chef d'État, en reprenant la parole, en prenant sa parole, en plein cœur au lancement de la conférence nationale, moi, je suis aujourd'hui à la tête. Il y a 30 ans, j'ai suivi cette affaire comme il a dit avec enthousiasme. Voilà. Aujourd'hui, il a la chance d'être à la tête du pays et il nous donne un nouvel enthousiasme, un autre enthousiasme, faire un autre bénéfice. Je pense que les deux symboles méritaient d'être analysés et peut-être perçus. Alors, très bien. Monsieur Amoussou, le chef de l'État disait que nous manquons de détermination, de rigueur. Donc, ce qui a fait qu'on est resté presque statique pendant les 30 ans. Qu'est-ce qui a favorisé cela? C'est vrai. Et avant de répondre à votre question, je vais faire observer que le président de la République a souhaité un genre particulier, la causerie. La causerie qui est un genre rare en matière d'audiovisuel. Ici, à ETélé, nous l'avons initié à travers l'émission Café Politique. Absolument. Ça a surpris tout le monde. Ça a surpris tout le monde et ça continue de faire le buzz, comme on le dit, pour le parler comme ça. Alors, le chef de l'État, en souhaitant une causerie avec deux journalistes de deux générations différentes, exprime de ce fait son envie de parler à son peuple, de questionner son peuple. Il a d'ailleurs posé beaucoup de questions. Justement, c'est pour ça que lorsque le doyen André-Marie Johnson a voulu retrouver son blason de journaliste poseur de questions, le chef d'État l'a ramené à sa place tout de suite. Est-ce que on s'était entendu que les bases du départ, nous continuons de les respecter. Nous vous avons dit qu'il s'agissait d'une causerie. À partir de ce moment, le doyen s'est ravisé et a laissé le chef de l'État. Ça veut dire que le doyen était c'est un réflexe. Tout à fait, c'est un réflexe professionnel. Parce que les gens, justement, participaient à la causerie. Alors donc, le chef de l'État a aussi envie de poser des questions à son peuple. Et je crois qu'il n'a pas voulu le faire dans le cadre institutionnel. C'est pour ça que j'aurais aimé, par exemple, que cette causerie se fasse dans un jardin de la présidence ou jardin au domicile du chef de l'État, pour donner, n'est-ce pas, la convivialité à cette causerie-là, autrement. Donc, le chef de l'État, je le disais tantôt, a envie... Le cadre était beau aussi. Tout à fait, la beauté et tout, oui, mais je voulais, n'est-ce pas, pour continuer de faire exception sur cette opération,
le mettre dans un jardin, à la présidence ou à son domicile. Ça aurait fait beaucoup plus d'effet. Le chef de l'État, je le disais tantôt, pour ne pas perdre le fil, a envie de poser des questions à son peuple. Et il n'a pas choisi les voies réglementaires, législatives, où n'est-ce pas, il pouvait appeler à un référendum, poser des questions. Non. Parce que c'est des questions essentielles. Il a posé des questions au peuple à travers les journalistes. Est-ce que vous avez l'impression qu'il a eu des réponses à ces questions? Je crois que les journalistes étaient un peu perplexes parce que, en fait, ils étaient très embêtés. Est-ce qu'il fallait répondre aux questions étant dans la peau de journalistes, ou est-ce qu'il fallait laisser le chef de l'État dérouler son questionnaire à l'endroit du peuple? Je crois que c'est cette dernière posture que les confrères ont dû adopter ce soir, en laissant le chef de l'État poser la question au peuple béninois. Et l'une de ces questions, je vais la reprendre. Est-ce qu'il suffit seul de la démocratie pour notre pays pour se développer? Je crois que la réponse est non. Parce qu'en 30 ans, le diagnostic final que nous faisons à l'arrivée à l'avènement du président Patrice Talon, c'est que nous manquons de tout et de tout. Nous manquons d'eau, nous manquons d'énergie électrique, nous manquons de routes. Au niveau de la santé, nous avons des difficultés. Au plan social, il y a des problèmes. Nous manquons de tout et de tout. C'est ça le diagnostic. Est-ce qu'il faut continuer de s'enfermer dans le bourbier ou le carcan démocratique avec les incantations qui l'accompagnent pour dire que nous attendons le développement? Le chef de l'État a tranché tout de suite. Il a dit non. C'est pour ça qu'il s'est difficilement démarqué de Rawlings pour rejoindre Sankara. On va y revenir même sur cette idéologie qu'il n'a pas voulu choisir de manière officielle. Alors, François-Xavier Noumon, dans le sillage donc des libertés individuelles, de la liberté d'expression, il y a également l'article de Amnesty International qui a été évoqué, où c'était dit qu'il y avait un climat de peur donc qui régnait au Bénin, où 17 activistes seraient en prison. La peur donc de s'exprimer au Bénin, est-ce que vous le ressentez? Non, je pense que le chef de l'État a très vite évacué cette question et pas sur la défensive comme on s'y attendrait. Simplement parce qu'il faut recontextualiser un peu tout cela. Il faut commencer par dire que c'est l'une des premières fois qu'un chef d'État de mémoire récente s'exerce à cet exercice. Oui. D'habitude, on entend des discours lancinantes quand il s'agit de commémorer la conférence nationale des forces vives de la nation de février 90, comme on ferait pour un trophée de Ligue des Champions qu'il faut lustrer chaque année, chaque 19 février, comme un acquis indémodable et infalsifiable. Le président de la République a eu le mérite de poser les bonnes questions. Et encore une fois, depuis 2016, on peut faire le parallèle. C'est-à-dire que tout le monde pense, tout le monde sait ce qu'il faut faire, mais personne ne prend la peine ni le courage de le faire. Et on se pose les mêmes questions. Est-ce que, pour caricaturer, est-ce que notre démocratie telle qu'elle est nourrit son homme ou bien nous amène au développement? La réponse est non. Et le chef de l'État en a pris toute la portée et toute l'ampleur. Donc il pose les bonnes questions. Il a le courage de poser, de questionner ces acquis-là qu'on brandit à tort et à travers de la conférence nationale des forces vives de la nation. Et pour répondre à votre question, en parlant des libertés, il oppose tout simplement et de façon très pragmatique les petites contrariétés qu'on peut voir déceler ici et là pour les libertés individuelles par rapport à l'épanouissement collectif. Est-ce que on peut mettre dans la même balance comment je vais dire, les petites contrariétés, les petits reculs de privilèges indus que certains ont par rapport à l'épanouissement de tout un peuple qui a encore en grande partie des besoins basiques? Monsieur Distel l'a dit, l'eau, l'électricité, l'éducation, ainsi de suite. Donc je pense que la balance est vite faite et le chef de l'État en a tiré les conclusions et allé à l'essentiel. Et c'est un appel à tous les Béninois d'aller de sortir un peu de cet immobilisme, de cette bien-pensance qui voudrait que voilà le Bénin ait impulsé un changement, ce qui est vrai en Afrique subsaharienne, mais on est resté au même point depuis 30 ans. C'est-à-dire que, comme mes prédécesseurs l'ont dit, on est dans des incantations chaque fois renouvelées, des belles paroles, le Bénin, laboratoire de la démocratie, mais concrètement sur le terrain, à quoi on a droit?
pratiquement rien. Aujourd'hui, il faut aller de l'avant, Oui. il faut en souffrir et il faut actualiser le discours, il faut réactualiser ces acquis-là de la conférence nationale et le chef de l'État a le mérite de faire la lecture qu'il faut en 2020 de ce que nous avons pu faire d'admirable en 1990. Très bien. Alors, Monsieur Maforican, il y a aussi le sentiment qui a été évoqué que la pénalisation du délit de presse est revenue avec le code sur le numérique. Non, d'abord, le délit de presse n'a jamais été dépénalisé. C'est toujours pénal, c'est toujours un dossier qui est connu au pénal. Il n'y a pas de peine d'emprisonnement pour un certain nombre, pour la diffamation, pour l'injure, pour un certain nombre de délits. Mais il y en a, et la loi 2015-07 du 20 mars, la loi 2015-07 du 20 mars 2015, portant compte de l'information et de la communication, a prévu, n'a pas annulé, n'a pas dépénalisé. C'est pénal, c'est toujours un dossier. Le délit de presse se connaît au pénal. Et donc, vous emprisonnez, mais la peine d'emprisonnement a été allégée et n'était plus applicable et ne l'était pas pour les infractions comme la diffamation, les injures. Mais lorsque vous faites la promotion du crime par les médias et d'un certain nombre de délits, il y a un certain nombre d'infractions. Si vous les commettez par voie de presse, au chef de l'État, ce n'est pas interdit qu'on vous applique la peine d'emprisonnement. Donc, il faut moduler, déjà. Maintenant, le code du numérique vient, ce n'est pas que pour les journalistes. Ceux qui sont sur le numérique, ce n'est pas que les journalistes, c'est toute personne qui utilise les voies des médias pour faire passer de l'information. Et pourquoi nous voulons être dans un État où on ne veut pas être responsable? Moi, je dis toujours à des amis, est-ce que lorsqu'on vous égratigne, même sur un réseau, vous répondez tellement. Mais pourquoi vous pensez que vous allez mentir sur le compte des autres et ententer à leur honneur, à leur honorabilité, à leur personnalité? Ils ont une famille, ils ont une progéniture, ils ont une destinée, ils ont des responsabilités. Vous ne pouvez pas indûment le faire. Personne n'est obligé d'injurier pour passer son message. Donc, moi je sais pas, je comprends cette démocratie dans laquelle on fait l'apologie de l'impunité, du désordre, de l'anarchie, de l'injure, et qu'on dise que c'est des personnes croyantes de la communauté internationale, ONG, société prétendument civile, font l'apologie de ces choses-là, alors qu'eux-mêmes ne s'accommodent pas de ces choses-là. Je pense que l'éducation à apporter à nos enfants, à la prochaine génération, c'est que la démocratie n'est pas l'apologie. Mais quand vous écoutez Kérékou lui-même, à son discours d'ouverture, il n'a pas apprécié, il a dit que malgré toutes les assurances qu'il a données aux gens par rapport à l'ouverture de son système en 90, qu'il s'est retrouvé des gens qui ont l'argent, la délation. Donc, déjà, en ce moment, il n'a pas aimé. Et je me rappelle une fois à Paris, en 90, justement, au discours de la boule, interrogé par la presse française, mais il s'est déchaîné contre la presse béninoise, en estimant que les gens, une fois que la démocratie a été prononcée, les gens concluent que c'est le désordre, c'est l'anarchie. Il est même allé qui a dit, mais même nos gens de l'OATV, qu'on croyait qu'ils étaient les organisations de marche, étaient la voix de la révolution. Il y en a eu qui ont commencé, ils ont déchaîné. Alors on dit, attends, c'est quand même notre chef d'État qui parle de nos confrères, de nos journalistes. Oui. C'est pour dire quoi? Il y a une mesure de la chose. On peut comprendre que Mathieu Kérékou, qui a eu tout le temps un truc des hommes de presse aux ordres, soit surpris par le déchaînement de tout le monde, c'est tout à fait normal. Surtout les premiers jours de la conférence, il faut être fort pour suivre ça. Mais cela dit, sur les 30 ans, quel est l'acquis de responsabilité que nous pouvons brandir aujourd'hui? Sur les 30 ans, quel est l'acquis de responsabilisation? En quoi nous sommes un peuple mature? Si c'est pour brandir notre démocratie totalement titubante, où les élections donnent lieu toujours à des contestations, où chaque élection c'est la peur, où on est obligé de faire des compromis pour qu'on passe d'une élection à une autre, pour que la société civile soit armée pour dire oui c'est bon, non c'est pas bon, monte au créneau, certains font leur lit, leur nid, leur grenier, ils mangent, ils dorment, ils grossissent dedans. Est-ce que c'est ça la démocratie? Donc il y en a qui se nourrissent de cette situation d'approximation démocratique. Et aujourd'hui, l'avènement d'un système comme c'est le premier qui dénonce.
ils reçoivent les crédits des partenaires des crédits financiers, des ONG internationales, pour dénoncer, pour montrer qu'il y a impunité, pour montrer qu'il y a... Et aujourd'hui, le gouvernement va à l'encontre des choses, prend de la vitesse, anticipe, et la première qui dénonce également. Il y a un problème. On parle de grève, juste par rapport aux grèves, par rapport aux libertés. Qui se sent mal lorsque l'école publique devient aujourd'hui un lieu fréquentable, où on peut maintenant inscrire son enfant, parce qu'on est sûr qu'il suivra le même programme, sans risque de grève illimitée et d'une année totalement rafistolée, rattrapée sur fond de compromission. Est-ce qu'on ne peut pas se satisfaire de ça? Qui ne se satisfait pas d'un hôpital où aujourd'hui on est sûr de retrouver le médecin parce qu'il ne peut pas aller et faire rattraper des heures et des vacations, ça et là. Je pense qu'il faut ouvrir le débat pour que chacun dise la démocratie, c'est ça également. C'est le droit des autres, c'est la liberté, le droit que les autres ont à obtenir les services de l'État. Ce n'est pas les incantations, je continue de le dire. Donc, moi, je pense que à ceux qui essayent de montrer et de discourir sur un certain nombre de rhétoriques qu'on a entendues depuis la Baule et autres, je dis non, moi j'ai pas entendu l'arrivée du président Talon, je suis toujours droit en estimant qu'un peuple qui n'est pas capable de s'autosuffire, d'être correct, d'être rigoureux, d'être intransigeant sur un certain nombre de principes, notamment l'organisation des élections, tout au moins. Si on ne peut pas s'entendre pour gagner les élections, regardez, en 96 déjà, ce bloc conteste ses propres élections. Alors difficilement il a passé l'année. En 99, en 2001, c'est le même bloc conteste les élections. Oumbédi le suit. On a fait ce qu'on appelle le match amical. En 2006, Oumbédi a failli contester les élections. En 2011, il y a eu chaos que d'autres. Alors donc, quand est-ce qu'on va faire ce type d'élection? À chaque fois, on doit se retenir le souffle en disant qu'on est un pays démocratique alors qu'il y a un désordre. Donc, je pense que c'est ça qu'on doit analyser au prisme des 30 ans. Donc, pour moi, tel le désordre qui a fait venir la conférence nationale, ce désordre n'a pas disparu 30 ans durant. Et aujourd'hui, nous avons un système qui revient en disant stop. Maintenant, regardons-nous. D'où les questions du chef de l'État. En fait, il ne questionnait personne. Mais il mettait chacun devant ses responsabilités en disant donnez-vous-même, posez-vous cette question et donnez-vous les réponses qu'il faut. Et donc, vous comprenez avec moi que cette sortie, à l'interne de la conférence, cette sortie qui vient au démarrage, c'est pour se démarquer de ces 30 années de pagaille, de paresse, de désordre, de compromission, et pour prendre date également pour repartir. Donc, il ne nie pas ce qui est passé, pas du tout, il se serre dedans, mais en se serrant dedans, il dit, ok, nous avons fait une analyse des 30 ans, mais voilà, nous avons notre piste. Voilà la nouvelle piste, que nous avons développement. Et ça, il faut que chaque Béninois fasse peut-être ce petit travail à l'interne, au lieu que, dès demain, il faut se ruer vers les réseaux sociaux avec les diatribes auxquelles on est habitué. D'accord. Monsieur Dissela, vous voulez réagir? Oui, je voulais l'envie de placer quelques mots. Quand on me parle d'acquis de la conférence nationale des forces vives de la nation, je me pose la question de savoir où sont ces acquis-là. Est-ce que on veut me parler des 300 partis politiques ou particules ou clubs électoraux que nous avons? Ou est-ce qu'on veut me parler de la pratique qu'avaient ces partis-là de distribuer des feuilles de tôle, des paquets de ciment, des sacs de riz aux populations pour l'achat de conscience, l'achat des votes à la veille ou à l'avant-veille des joutes? Ou est-ce qu'on veut me parler de cette possibilité qu'ont certaines personnes à vilipender, à invectiver, à insulter impunément les acquis de la conférence nationale des forces vives de la nation? Est-ce que c'est la débandade que nous avons connue dans la gestion managériale, économique de notre pays? Est-ce que les acquis de la conférence nationale des forces vives de la nation, c'est l'école qui est tombée complètement en ruine? Est-ce que les acquis de la conférence nationale des forces vives de la nation, c'est nos hôpitaux qui manquent ou qui manquaient de tout et du minimum? Il n'y avait pas plus de paires de ciseaux dans nos hôpitaux ou de bistouri dans le plateau technique était
complètement désuet. On appelait le CNHU Hubert Koutoukou-Manga le mouroir. Est-ce que c'est ça les acquis de la Conférence nationale des forces vives de la nation? Les acquis de la Conférence nationale des forces vives de la nation, est-ce que c'était nos routes dégradées en état d'impraticabilité très avancé, bloquant, n'est-ce pas, l'économie, nous savons que le développement de la route, c'est le développement de l'économie et du pays, ou c'est la route du développement. Est-ce que c'est tout ça que certaines personnes désignent comme acquis de la Conférence nationale des forces vives de la nation? Si c'est ça, je crois que ces acquis-là, on n'en a pas besoin. On a besoin du réalisme, on a besoin du pragmatisme, on a besoin de l'eau. Et le chef de l'État, son gouvernement aujourd'hui, s'y attelle. On a besoin d'avoir un plateau technique. Déjà, on a besoin de la présence des médecins à leur poste. Bien sûr. N'est-ce pas? On a besoin d'enseignants. On a besoin de revertir notre école de son blason. De le redorer. On a besoin, n'est-ce pas, que nos femmes au marché puissent avoir l'activité commerciale florissante. On a besoin, n'est-ce pas, d'énergie électrique. On a besoin de soins de santé. On a besoin de beaucoup de choses. Et tout ça, ça revient aujourd'hui. Et tout ça là, le chef de l'État et son gouvernement sont en train de mettre les bases, n'est-ce pas, pour tutoyer les objectifs dans leur réalité, et dans leur réalisme. Et c'est palpable, c'est à nos yeux, ça s'observe aujourd'hui. D'accord. Alors, Monsieur Noumon, Monsieur Agapit Maforekan parlait tantôt donc des élections qui sont souvent contestées dans d'autres pays. Mais est-ce qu'on ne peut pas quand même se satisfaire du fait que ça ne conduit pas à de grands troubles dans notre pays? Non, on ne peut pas se satisfaire que l'ordre républicain soit remis en cause à chaque fois. Parce que ça voudrait tout simplement dire qu'on est assis sur un marché de dupes, qu'il faut simplement que les camps, qu'on change de camp pour remettre en cause tout ce qu'il y a comme acquis, même si ce mot, je ne sais pas comment ce mot s'est glissé de façon insidieuse dans le discours public, et ce qui fait d'ailleurs que tous les acteurs se prévalent de cette pour remettre en cause tout. En fait, on a inséré réellement à l'issue de la conférence nationale. Peut-être que je suis trop jeune pour apprécier les acquis, comme on dit, mais il s'est instillé dans le discours public quand même une grande part d'irresponsabilité, parce qu'on remet tout en cause. Dès que ça ne nous arrange pas, on remet tout en cause. On est allé juste à remettre en cause la Cour constitutionnelle. Alors quand vous remettez en cause le baromètre qui doit donner la température, ça veut dire que vous ébranlez tout le système. Et pourquoi? Simplement parce qu'on se retrouve dans le camp d'en face. Et on a instauré la victimisation comme système de débat public. Donc je pense que le comble de l'irresponsabilité, c'est lorsque quand même qu'un parlement régulièrement en place, que tout le monde connaît et apprécie, vote des lois de manière régulière, suivant la procédure normale, et des lois qui ont suivi la procédure normale donc de validation, c'est-à-dire contrôle de constitutionnalité et promulgation, publication et à l'application des lois, parce que des premières difficultés apparaissent, on dit non, il faut stopper les lois, il faut les arrêter. Et on a entendu même des personnalités dire il faut retourner aux anciennes lois. On a même entendu ça. On se supplie, il faut prendre ordonnance pour laisser les lois voter, prendre ordonnance, viole la condition. Est-ce que, non, attendez, est-ce que... Non, mais Agapit, même avant ça, l'ancien président dans ce pays a ordonné de marcher sur la Cour constitutionnelle. On a même tiré à balles réelles sur des personnalités, sur des domiciles. C'était François qui parlait. Oui. Mais le problème, c'est que c'est pour illustrer le comble de l'irresponsabilité. Et quand c'est érigé en système, c'est ça notre démocratie. Quand on est irresponsable, c'est ça il faut stigmatiser. Parce que ce qui s'est passé, on dit, président, on te supplie, on prend ordonnance, pardon. C'est le pays qui prend ordonnance, viole les lois, met les lois régulièrement foutu de côté et prend ordonnance. Est-ce que c'est sérieux? Et ça, nous passons dehors comme un modèle. On dit le modèle c'est ça qu'on appelle le modèle démocratique. Je pense que ce modèle mérite d'être totalement écrasé
Et ça, il faut faire salut au président de la République et surtout à son courage et à son abnégation. Très bien. Oui, pour aller dans le même sens, je pense que les acteurs pris dans leur ensemble ont pris l'habitude de mettre la poussière sous le tapis. Et il y a d'ailleurs un réflexe pavlovien. À chaque cristallisation du débat public, on dit, ah oui, il faut faire une conférence nationale, c'est-à-dire que tout le monde se rassemble, on passe, on se fait des embrassades, oui, on est tous mauvais, on s'est fait du mal, et on passe à autre chose, sans que personne ne prenne la responsabilité de quoi que ce soit. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pas pour jeter des fleurs au président de la République, je pense qu'on est dans une année charnière. Voilà, un mandat charnière. Et ça tombe bien, 30 ans de la conférence nationale des forces de la nation et 60 ans d'indépendance. Donc on peut démarrer aussi aujourd'hui C'est ce qui a démarré d'ailleurs. Je pense que c'est le sens même, je pense c'est fondamentalement le sens de la sortie du chef de l'État. Parce que rappelez-vous, je pense que si on regarde, on vient 10 ans en arrière, aucun chef de l'État ne l'a fait dans cette forme-là. On célèbre, on dit oui, vive, voilà, bravo, le Bénin, un État démocratique, 30 ans, on rend hommage à Monseigneur Isidore de Sousa qui le mérite bien, on rend hommage à Kérékou, on rend hommage à tous ceux qui ont... Et puis on passe à autre chose. Donc personne ne se rappelle la place. Exactement. Et on passe à autre chose tranquillement, comme si de rien n'était. Aujourd'hui, le président de la République, à travers ses actions, parce que c'est le plus important, à travers ses actions, pose les bonnes questions. Et je pense que tous les Béninois peuvent en toucher du doigt la résonance. Très bien. Merci, Noumon. Alors, nous allons donc évoluer dans les thématiques qui ont été abordées. Il y a eu, bien sûr, les réformes politiques et la réforme du système partisan qui a été abordée. L'avènement du multipartisme, à l'issue de la conférence nationale, il y avait le multipartisme intégral. Donc, aujourd'hui, comparé au système partisan, à la réforme du système partisan, en quoi est-ce qu'on a évolué? On a évolué parce qu'on est devenu, en fait, on a pris la mesure de ce que nous savons, nous pouvons faire. À la conférence nationale, les esprits se sont déchaînés, les énergies se sont libérées. Il y avait l'euphorie. Et il y avait la rage d'en découdre. Ceux qui ont été étouffés 30 et 20 ans durant avaient besoin de se libérer. Ceux qui ont été commis à l'exil, parce qu'ils ont été condamnés ou bien parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec l'orientation et idéologique, voilà, ils avaient besoin d'en découdre. Ce que Kérékou et son système ont nargué durant tout ce temps avaient besoin de prendre leur revanche. Donc, à la conférence nationale, nous étions dans une grande messe, mais une belle cacophonie, et où évidemment, il y avait, si ce n'était pas les grandes oreilles, il n'en avait pas trop, mais il les avait symboliquement de Monseigneur Isidore de Sousa, et c'est large d'épaule. Je pense que cette affaire aurait été périclitée. D'ailleurs, il faut écouter Batoko entre les lignes pour voir. Et d'ailleurs, je pense que j'ai écouté également quelqu'un d'autre tout récemment pour dire qu'à un moment donné, Kérékou voulait arrêter cette affaire parce qu'il estimait que c'était un sanné de trop. Donc, les injures, un certain nombre de tout. Voilà la conférence nationale. La souveraineté, on va revenir là-dessus. Et les acquis dont nous parlons. Donc, quand vous regardez les 10 acquis, on n'a même pas un rapport général réel de la conférence nationale pour dire voilà les décisions qui ont été prises. Du coup, nous avons eu des options fondamentales. D'abord, on a eu un consensus à valeur constitutionnelle, un consensus dont le contenu n'a même pas été explicité. Il a fallu une autre décision de la Cour constitutionnelle pour nous l'expliciter 3 ou 4 ans après. On a eu des options fondamentales de la conférence nationale qui sont des options discutables parce que le multipartisme intégral, oui, ça on a décidé. Mais on n'a pas décidé par exemple de régime présidentiel. Est-ce qu'on voulait en fait satisfaire tout le monde? À la conférence nationale, en fait, comme je vous l'ai dit, Kérékou voulait rafistoler. Il avait besoin, et quand vous écoutez son discours d'ouverture, pour lui, il faut une charte d'union nationale. La charte d'union nationale doit servir de base à une nouvelle constitution. Donc pour lui, c'était ça, c'était le principe. Avec le temps et l'évolution des choses, il a réajusté son discours. Et grâce à Monseigneur, il y a un certain nombre de personnalités qui sont intervenues déjà sur le président de la République. Donc, on est sorti de la conférence. Il faut que Kérékou accepte qu'on ouvre le régime. Il faut que Kérékou accepte que le PPP disparaisse, qu'on mette en place une transition. Tout le monde dit, ah, c'est un acquis, c'est bon. Évidemment, nous avons changé de République. On a tué peut-être le PPP, mais le PPP n'était pas si mauvais totalement. Il fallait, après le temps, il fallait analyser les facteurs, il fallait sortir l'idéologie.
ensuite analyser un certain nombre de facteurs intéressants qu'on pourrait tirer pour domestiquer. La démocratie a des principes généraux, mais la démocratie n'est pas transposable d'un État dans un autre. Vous allez en Europe, ce n'est pas la même démocratie que les Allemands font qui est en France. Ce n'est pas la même démocratie française que la Hollande fait. Donc, on ne fait pas la même. Il y a les principes généraux, les principes communs, un certain nombre de règles immuables à la démocratie, mais il y a un certain nombre de domestication. Donc, la conférence nationale avait trop ouvert, mais on aura l'occasion de revenir là-dessus. Le président de la République est rentré, il faut voir, il a recadré pour ce qui le concerne. Et à l'observation des 30 années, il a recadré un certain nombre de choses. Et c'est ça, je pense que c'est ça qu'il faut. La réforme du système partisan qui s'en plaint aujourd'hui. Vous retrouvez dans l'UP près de 150 formations qui existaient avant. Vous retrouvez dans le BRU une centaine de formations qui existaient avant. Qui s'en plaint en réalité? Après, ils vont faire leur temps. Ils vont passer leur temps pour peut-être se solidifier. Il peut y avoir des missions ici, revenir. Tout ça fait partie des épiphénomènes de notre système et des problèmes de positionnement lors des élections. Mais il est évident aujourd'hui que c'est un acquis fondamental de l'ère Patrice Talon, un acquis qu'aucun président n'a réussi, alors que tout le monde stigmatisait cette flopée, cette pléiade de partis, des partis familles, des partis. Donc, ça, c'est un aspect qu'il faut déjà, dont acte doit être donné au président de la République dans le cadre de cette nouvelle manière de gouverner le pays. Une manière, on peut dire, qui a pris essence à la conférence nationale, parce qu'on ne peut pas nier la conférence. La conférence, c'est peut-être le départ de la nouvelle République, mais aujourd'hui, la nouvelle République a été rectifiée depuis l'arrivée du président Talon, par une autre manière plus responsable de gouverner. Et le président dit, moi, je ne m'accommode pas d'idéologie. Pour moi, est-ce que c'est cette question-là, je peux pas apporter des réponses, j'apporte des réponses. Donc, il a dit, son idéologie, c'est le pragmatisme. Donc, c'est ce pragmatisme dont beaucoup de nos chefs d'État ont manqué. Pragmatisme ajouté au courage, à l'abnégation. Et je pense que c'est ça qui gouverne la société. Après les incantations, je continue de le dire, les incantations, on peut les faire. Moi, on voyage, on voit la démocratie. Même les pays qui te disent des centenaires de démocratie, des siècles de démocratie, on connaît un peu les problèmes qu'ils sont. C'est des problèmes communs à nous tous. Il faut les régler. La liberté, de toute façon, la Chine ne connaît pas de multipartisme. La liberté a ses règles principales, a des principes fondamentaux. Après les principes, votre liberté doit s'exercer dans le cadre des lois et des règlements. C'est quand on a dit ça, les lois et les règlements sont édités dans un pays donné. Et donc, votre liberté est reconnue. Notre Constitution reconnaît la liberté. Les nouvelles lois reconnaissent la liberté, mais dans le cadre des lois et des règlements de la République. Ça, personne ne peut le lier. Et lorsque vous appliquez ce qui est prévu par votre Constitution et ce qui est voté, ce qui est pris régulièrement par les instances issues de la Constitution, je ne vois pas en quoi on remet en cause les principes fondamentaux de la conférence nationale ou même de manière générale des conventions et traités, accords et autres auxquels on est partis. Très bien. Alors, M. Amoussou, on parlait tantôt donc de la fusion de tous ces partis qui ont donné quand même quelques-uns aujourd'hui. Alors, mais quelques mois après seulement, on assiste déjà quand même à des déplacements au sein des partis politiques. Est-ce que ce n'est pas trop tôt? Oui, écoutez, nos habitudes, on l'a produit. Il faut plutôt parler de la fermeture des boutiques politiques. Parce que quand vous parlez de fusion de partis politiques, non, c'était des clubs électoraux, c'était des partis de quartier, des boutiques politiques, n'est-ce pas, qui ont été fermées. Parce qu'un parti politique répond, je n'aurai de cesse de le dire, à un format. C'est une idéologie, c'est des militants connus, avérés, c'est des cotisations, c'est des structurations, c'est des fonctionnements, c'est des cellules, c'est des organisations à l'interne. Un parti politique, ce n'est pas la chose d'un monsieur, d'un mécène ou d'un opérateur économique qui en fait son fonds de commerce. Mais nous avons assisté à cela pendant 30 ans, environ, comme acquis de la Conférence nationale des forces vives de la nation. Et aujourd'hui, avec la réforme du système partisan, heureusement, tout est en train d'entrer dans l'ordre. Oui, nous avons des pratiques. Nous avons des automatismes, nous avons des habitudes que l'on produit. Et c'est à cette déviance, n'est-ce pas, que le chef de l'État nous invite à nous séparer. Parce que c'est quoi? Oui, il est de la liberté de chacun de quitter là où il ne se sent plus bien dans sa peau. C'est humain, c'est même démocratique. Mais lorsque vous le faites
avec votre cervelle et addict de positionnement, vous le faites avec votre cervelle addict de postes de nomination, ou parce que vous pensez que si vous y restez, il y en a un ou d'autres qui peuvent vous supplanter positivement en apportant les réponses aux questions des populations dans votre région, vous regardez, vous lorgnez de l'autre côté, et lorsque vous remarquez la faiblesse dans l'autre partie, vous sautez les deux pieds joints pour vous retrouver là-bas. C'est cette pratique-là qui pose un problème d'éthique et qui me gêne. Oui. Et le chef de l'État l'a exprimé. L'éthique en politique est quelque chose qu'il faudrait rechercher pour le bien même de l'éducation de la société et de nos enfants. Très bien. Alors, Monsieur Noumon, nous avons donc suivi le chef de l'État pour se prononcer sur le toilettage de la Constitution, qui finalement a eu lieu après une troisième tentative, la Cour des comptes, la Haute Cour de justice. Mais il aurait quand même voulu que les tests sur la Haute Cour de justice soient un peu plus... Vous parlez de quelle tentative? Oui, justement, donc, il faut insister sur le fait que le chef de l'État a réfuté catégoriquement cette assertion qui veuille qu'il se soit engagé dans une troisième tentative de révision de la Constitution. Il est admis aujourd'hui que voilà, c'est ce toilettage de nos tests, de nos tests fondamentaux soit le résultat du souhait de la classe politique dans son ensemble. Encore une fois, on vient de réaliser quelque chose d'extraordinaire. Peut-être que aujourd'hui, les gens ne s'en rendent pas vraiment compte. On vient de toiletter notre loi fondamentale sans toucher au cœur de ce qui fait, on va dire, même si j'aime pas trop ce mot, consensus. Et je dois dire que beaucoup de pays nous l'envient. Et le chef de l'État a insisté là-dessus. On a révisé la Constitution de façon pacifique. Et il faut souligner également qu'il a rendu hommage au peuple béninois pour avoir donné son assentiment à cet exploit que nous avons réalisé. Alors, avec l'expérience donc les populations ont eu, parce que pendant longtemps elles sont restées sceptiques par rapport à ce toilettage, pensez-vous qu'on pourra dans les prochaines années plus facilement toucher à la Constitution? Le chef de l'État l'a dit, ce ne sera pas la première ni la dernière. La loi fondamentale ne peut pas être un fétiche. Oui. La loi fondamentale, je pense que les gens doivent se mettre ça en tête, la loi fondamentale ne peut pas être un fétiche. Ailleurs, ça se fait de façon habituelle, en France, aux États-Unis, ça se fait de façon habituelle. C'est seulement chez nous qu'on a calfeutré la loi fondamentale dans un carcan qui fait que... Est-ce que ce n'est pas justifié par rapport à tout ce qui se passait dans la sous-région? Non, je pense que ça a toujours été tributaire du débat clientéliste qui a rythmé notre démocratie depuis l'après 90, où on vise d'abord les intérêts partisans avant de penser à la justesse des choix qu'il y a à faire. Donc je pense aujourd'hui, le chef de l'État n'est pas venu jeter l'opprobre sur la loi fondamentale, mais vient juste de démystifier ce processus. Un État doit s'inscrire dans une dynamique, se renouveler de façon perpétuelle. Ça ne veut pas dire qu'on jette aux orties tout ce qui a été fait, mais simplement, on ne peut pas rester statique. Un peuple ne reste pas statique. Une nation ne reste pas statique. On doit pouvoir se réinventer de façon constante et continuelle. Et donc je pense que c'est la leçon principale que le chef de l'État voulait partager avec les Béninois et tous ceux qui l'ont suivi ce soir, et même dans les chaumières. Je pense que c'est d'abord une leçon de courage, et encore une fois il faut insister là-dessus. Il a réussi et il a le droit de s'en vanter. Il a réussi ce que beaucoup de régimes ont rêvé faire, mais n'ont pas pu le faire. Je pense qu'il faut y voir de ce côté-là une bonne partie du courroux qui a entouré ce processus. Merci, Monsieur Noumon. Alors, il y a également la lutte contre l'impunité, Monsieur Maforican, qui a été abordé. Transparency International, le classement de 2019 nous met au 80e place. Le président Patrice Talon ambitionne la première place plutôt dans ce classement. Pensez-vous qu'on pourra y arriver? Pourquoi pas? On peut bien y arriver, puisque aujourd'hui, vous ne pouvez plus. Aujourd'hui, moi j'ai appartenu à l'autorité nationale de lutte contre la corruption, et nous plaignons que nos courriers, nos recommandations, nos saisines de procureurs étaient lettres mortes. Combien de courriers n'avions-nous pas envoyé au chef de l'État
président Boniaï, n'avions-nous pas envoyé au secrétaire général de la présidence de la République, n'avions-nous pas envoyé au garde des Sceaux, ministre de la Justice, au procureur de la République lui-même pour nous plaindre? Combien de fois n'avions-nous pas souhaité avoir un procureur de la République spécialisé auprès donc de l'organe de lutte contre la corruption? Combien de fois n'avions-nous pas rêvé d'avoir une instance traitant de questions spécifiquement de la corruption? Et subitement, le président Talon arrive et puis ces choses deviennent tellement faciles aujourd'hui que la NLC, vous l'entendez de moins en moins parce que justement, la NLC ne devrait pas exister si les organes faisaient leur travail. Si l'État fonctionnait normalement, on n'avait pas besoin d'un organe de lutte parce que c'est le travail régalien de l'État, c'est le travail de la justice. Et donc, depuis l'avènement du Patrice Talon, la criette, un certain nombre de mesures qui sont réprimées selon la loi, vous avez compris que les gens ont commencé par se prendre au plus au sérieux. Donc la lutte contre l'impunité devient aujourd'hui, c'est rentré dans les habitudes. Tout ne peut disparaître en un clin d'œil. Quand même, il y a eu d'énormes pas ont été faits. Donc, ambition à la première place, oui. Quand le président le dit, l'année prochaine, on a la première place, autant d'autres aussi font des efforts. Mais les efforts énormes qui se font, si on les maintient de manière constante, ils finiront par porter leurs fruits. Plutôt, revenir un peu sur la révision de la Constitution, pour dire oui. C'est heureux aujourd'hui. Et quand vous avez une tentative, le chef d'État même, c'est pas lui. Il a fait une tentative. Le gouvernement, c'était en avril 2017. Mais les deux dernières tentatives sont d'obédience parlementaire. C'est des parlementaires qui ont proposé la révision. Une première fois, c'est passé. La première étape. Et le président de la République, ayant refusé toute révision opportuniste, a refusé de convoquer le corps électoral pour un référendum. Parce que ça, l'achat dépendait de lui. Il a refusé. Et donc, le projet a été tué comme ça. Et puis, deuxième fois, au regard des décisions donc issues du dialogue politique et pour mettre en œuvre un certain nombre de principes, notamment l'alignement des élections, qui a été acté dans le code électoral, on a dû retoucher. Et là, les députés sont allés. Donc, vous comprenez que c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut se vanter. On l'a très peu vendu. Voilà une révision qui s'est faite, qu'on a passé, touche pas ma constitution, révision opportuniste, jamais, stop en révision. On est passé par toutes les étapes. Et cette fois-ci, c'est passé normalement, presque à l'applaudimètre. Presque à l'applaudimètre. Et ça, on ne l'a pas dit. Et donc, on en déplaise à ceux qui sont des gens de leur temps et qui n'ont pas envie d'avancer. Même à l'âge, on avance, puisque nous utilisons, comme nos jeunes amis, nos enfants et autres, le portable avec les logiciels. Peut-être qu'on n'utilise pas les déformations de l'appareil, des photos qu'on préfabrique pour plein de logiciels. Ils le mettraient mieux que nous. Mais il faut essayer de rester homme de son temps, même ça se renier, homme de son temps. La Constitution ne peut pas, même la Constitution américaine, il y a eu tellement d'amendements, premier amendement, deuxième amendement, troisième amendement. La France réunit le Congrès, même ça que le président Macron a voulu le faire, il ne l'a pas encore réussi. Hollande voulait le faire, notamment pour statuer, pour régler la question du terrorisme, donc des fondamentalistes qu'il n'a pas. Donc, c'est pour dire que chaque pays doit pouvoir répondre à ses besoins en touchant à ses propres lois. Et la Constitution est une loi. Ce qu'il faut interdire, ce qu'il faut refuser, c'est quand quelqu'un veut se le faire pour se faire écouter. Si le président aurait été battu, alors qu'il était au pouvoir. Si Yaïboni a proposé Zinsou qui a été battu, ça veut dire que vous pouvez être au pouvoir et tenter et échouer. Donc, cette peur panique qu'on a développée autour de la Constitution doit pouvoir être totalement, nous devons la dépasser et essayer de cultiver un certain nombre de valeurs éthiques autour donc de la fonction politique. Valeurs éthiques au niveau par rapport à la chose publique. Nous devons être des citoyens qui ont peur des citoyens. Nous devons être des citoyens ayant peur de la chose, enfin, ayant le respect, pas la peur, le respect de la chose publique, le respect donc de l'État, le sens du patriotisme, qui sont un certain nombre de valeurs qu'il va falloir réinculquer. Et c'est quand ces valeurs éthiques, morales et spirituelles vont être ancrées dans nos... C'est quand nous saurons que seul le travail procure l'aisance. Seul le travail bien fait procure l'aisance. Le travail dans la persévérance, dans l'abnégation. Et quand on le dit, ce n'est pas des incantations,
le laboureur et ses enfants, on a dit que le travail est un trésor. Est un trésor. Voilà. Donc, c'est quand on va comprendre que le travail est un trésor, oui, et que c'est en travaillant qu'on peut réussir. Et quand on va mettre tout le monde au travail, vous verrez bien que, comme des fourmis, on peut bâtir des montagnes. C'est ça qu'il faut faire. Et c'est cela qu'il ne faut pas avoir peur de réviser la Constitution. Il faut faire plutôt l'apologie du travail. La peur de la paresse, pas la peur d'aller de l'avant, d'aller vers le progrès. Monsieur Maforican, je voudrais quand même avoir votre avis sur ce petit fait qui inquiète certaines personnes. C'est le fait qu'on ne retrouve pas sur le document de la Constitution les premiers signataires de la conférence de la Constitution de 1990. Est-ce qu'on retrouvait dans la Constitution de 90 les premiers signataires de la République du Dahomey en 58? Fondamentalement. Est-ce que les signataires d'une Constitution mettent le pays au travail? Non. Est-ce que fondamentalement ça recule la corruption? Alors à partir du moment, je pense que les Béninois ont l'art de la diversion. Je pense qu'on n'a rien à faire, on s'occupe tellement de la diversion. Une loi, là nous sommes dans, désormais c'est la loi, je ne sais pas combien, la loi 2019, je ne sais pas combien, 20 non, combien, donc du 1er novembre 2019 portant révision de la Constitution, ou bien amendement, je ne sais pas combien, du 11 décembre 1990. Et une loi est signée par les ministres, le président de la République et les ministres qui sont concernés. Il me semble que c'est une loi qui a révisé l'ancienne loi. Et à partir de ce moment-là, c'est les signataires d'aujourd'hui. On n'a pas fait un amendement, on n'a pas fait une loi portant, on n'a pas sorti une loi qu'on a complétée à la loi. C'est pas une loi qui est à part. C'est une révision. Nous avons amendé une ancienne loi. Dès que vous l'avez fait, je pense que ça devient une nouvelle loi. Mais les anciens éléments restent et les nouveaux. Donc, le texte de 90 jusqu'à 31 octobre 2019 portera les anciens. Le texte qui est issu de la promulgation du 1er novembre 2019 porte les nouvelles signatures, à mon avis. Mais cela dit, on peut me contrarier là-dessus. Je ne suis pas très spécialiste de cette question. Mais c'est ma lecture de la chose pour le peu que je connais en droit public. Mais cela dit, même si ce n'était pas le cas, dites-moi franchement, qu'est-ce que ça impacte dans le développement du Bénin? Merci, M. Maforican. Il nous reste peu de temps. Alors, M. Amoussou, l'autre aspect également, c'est le fait de transmettre tout ce qui s'est déroulé lors de la conférence nationale à la jeune génération et au futur également. La question a été abordée lors de l'entretien. Quelle méthode, selon vous, pour que ce soit efficace? Oui, c'est dommage parce que les Béninois écrivent très peu, n'est-ce pas, notamment les hommes politiques ou les hommes ayant eu, n'est-ce pas, la charge de la gestion de notre pays à des niveaux élevés, écrivent très peu, n'est-ce pas? Et c'est en cela qu'il faut saluer la mémoire du professeur Albert Evoyere, qui nous a laissé un rapport qui continue de faire école, n'est-ce pas? Un rapport très lu et apprécié, bien rédigé, dans un style plaisant, qui donnait la preuve que nous étions effectivement quartier latin de l'Afrique. Mais ceci dit, il appartient aux hommes des médias, il appartient aux historiens, il appartient aux étudiants, n'est-ce pas, d'aller pressurer les personnes, les témoins de cet événement-là, et à aller recueillir, n'est-ce pas, des informations précieuses, les transcrire pour pouvoir les garder pour la postérité. Parce que, écoutez, il y a le doyen André-Marie Johnson qui a l'un des journalistes qui a animé cette causerie avec le chef de l'État aujourd'hui, qui était témoin, n'est-ce pas, de... Bien sûr, il participait. Alors, il est aujourd'hui enseignant. Oui. Est-ce que l'un de ses étudiants, est-ce que l'un de ses confrères journalistes est déjà allé le voir pour lui faire une grande interview, par exemple, n'est-ce pas, stocker, mettre en boîte et traiter par la suite? Non, je crois que c'est un travail qu'il faut faire. C'est un travail technique qu'il faut faire. Et si le chef de l'État, d'ailleurs, a voulu de la causerie, c'est parce qu'il n'a pas voulu fermer ou s'enfermer dans le formalisme professionnel du journaliste. Il a voulu une interactivité vivante, gaie. Donc il a voulu laisser libre cours
à son cœur pour parler, échanger avec son peuple. Alors, quand c'est comme ça, il faut aller chercher l'information. Donc, pour transmettre les valeurs, n'est-ce pas, livresques ou les contenus formalitaires de la démocratie, il faut aller, n'est-ce pas, chez les personnes, les témoins, ou de la génération consciente ayant suivi cette information ou cet événement et qui peut en parler, n'est-ce pas? Si on ne le fait pas, comme le PLM Alédio, la conférence elle-même ne va exister désormais que de nom, que de mémoire et sans contenu. Parce qu'aujourd'hui, quand on me parle d'acquis, je n'ai pas de contenu. Quand on me parle de souvenirs de cette conférence, je n'ai pas de lecture là-dessus. Et quand on me parle du lieu, en parlant du symbolisme, j'ai le PLM Alédio en ruine. Et d'ailleurs, le chef de l'État a proposé, n'est-ce pas, a proposé que, au-delà du symbole qu'un bâtiment en ruine peut représenter comme un monument, n'est-ce pas, que ce lieu-là soit un point d'ancrage pour le développement touristique de notre pays. Alors, c'est pour vous dire que cette manière ou cette vision managériale est portée sur le gain, sur l'ouverture, sur la capitalisation même du minimum pour permettre un mieux-être pour chacun et pour tous. Car il a dit sans langue de bois, est-ce qu'il y a de mal à user de tous les moyens, n'est-ce pas, pour donner de l'eau à son peuple? Est-ce qu'il y a du mal à user de tous les moyens pour donner des centres de santé à Tchoumi, à Diakotome, à Basila ou que sais-je? Est-ce qu'il y a de moyens est-ce qu'il y a de mal à user de tous les moyens pour donner des écoles à nos enfants, pour restaurer notre école complètement tombée en ruine? Est-ce qu'il y a de mal à le faire par tous les moyens? Non, je crois que nous allons pouvoir nous départir de tout cela, de la beauté, n'est-ce pas, visuelle ou auditive du contenu, du concept démocratique, pour la tropicaliser, c'est-à-dire la béninoiser, si vous voulez. Il nous faut notre démocratie à notre manière, en fonction de nos réflexes, de notre culture, de nos besoins. Nous n'avons ni or ni pétrole, mais le chef de l'État a donné une belle illustration. On peut être enfant de pauvres avec des moyens complètement limités et se battre par le travail pour se retrouver au sommet de la hiérarchie sociale. Merci, monsieur Amosso. Monsieur Noumon, sur la même question, mais je vais en profiter pour prendre votre mot de fin. Ok, sur la même question, la question de la transmission, déjà, charité bien ordonnée commence par soi-même. On ne peut pas dire qu'à ETD, on puisse nous prendre à défaut sur cette question de la transmission. Nous en faisons beaucoup quand même. On est en plein milieu d'une quinzaine dédiée aux 30 ans de la Conférence nationale des forces vives de la nation. Donc je pense que c'est une véritable question. C'est une véritable question. Encore faut-il que la jeune génération ait envie de découvrir son histoire, autre que les incantations, autre que les prêts-à-penser que d'aucuns servent sur les réseaux sociaux. Les histoires de 1960, la cession de notre pays à l'indépendance, nous sont racontées par les colons. Donc je pense que c'est une véritable question. Donc l'éducation nationale devrait s'en saisir, mais il faut que ça aille avec aussi une volonté. Aujourd'hui, on pense, il est raisonnable de penser que la jeunesse est en grande partie absorbée par les réseaux sociaux, le prêt-à-penser, l'instantanéité. Donc il y a très peu qui sont orientés vers une étude sérieuse de ce que nous constituons comme nation, comme collectivité. Donc je pense qu'il en va de la responsabilité de l'État d'impulser cette dynamique. Maintenant, comme mot de fin, je reste convaincu fondamentalement que nous traversons une période inédite de notre histoire et que moi, personnellement, je me sens chanceux d'être témoin de cette histoire qui se déroule sous nos yeux, qu'une bonne fois pour toutes, nous allons sortir de cet immobilisme mortifère pour s'inventer un avenir. Et le chef de l'État a le pragmatisme d'avancer qui n'a
forcément pas toutes les solutions, oui, mais elle a le mérite quand même de prendre, d'assumer le courage de ses ambitions. Et je pense que c'est peut-être la chose la plus importante que notre génération pourrait saisir aujourd'hui pour pouvoir aller de l'avant. Merci, monsieur Loumon. Alors, monsieur Baforican, je vais également vous avoir sur cette question et votre mot de fin. Je a besoin d'une coalition de soutien, une coalition qui soutienne. Et ça, il ne faut pas aller chercher ça ailleurs, il faut le chercher là dans la jeune génération. Et c'est ça, il faut que la jeune génération perçoive les messages. C'est pour elle. Dans 30 ans, c'est elle qui sera là à raconter. Et donc, on parlera donc de 90 ans de la nation, on sera dans les centenaires, 10 ans avant les 100 ans, on sera à quoi, à 60 ans de la conférence nationale, et on sera à 30 ans, donc de nouveaux départs. Parce que, en fait, ce qui s'est passé aujourd'hui, avec la prise de parole du chef de l'État, je pense que c'est pour nous resituer. Vous voyez, quand vous parlez de la conférence nationale, on parle de situation conjoncturelle, on parle de quelque chose de tragique. C'est pas la meilleure chose qui devait arriver à un pays sérieux. Du tout, un pays sérieux doit être bien gouverné et avoir de l'anticipation. On doit projeter ailleurs les gens des directions des grands projets, des projets du futur. Alors donc quand un État en arrive à la banqueroute, se retrouve et la paix au ventre et on finit non et on sait tout le monde tétanisé et on pense qu'on ne doit pas toucher à ça. Non, on peut célébrer comme le moment où on a repris conscience. Si au moins on célèbre comme le moment où on a repris conscience de nos errements, ça pourrait nous permettre d'avancer. Mais au contraire, on célèbre le moment où on a renié, même le peu d'efforts qu'on a fait sur la révolution, on l'a renié. Et on s'est retrouvé dans une situation de libertinage, de désordre, de pagaille, de compromis, de voyoucratie, de prébande, de conclusion, de tout ce qu'il y a de négatif dans la construction d'un État. Je pense que ça, c'est cela. La conférence nationale doit être célébrée comme un moment de prise de conscience d'un État qui s'est fait irresponsable, aussi bien en superstructure qu'en masse, qu'en contenu, qu'en population. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, 30 ans après, on a continué, on a consacré le désordre à cette conférence. On s'est retrouvé avec une constitution. On a sauvé les meubles, ça c'est bien. Salut Mathieu Kélécourt, salut Mathieu, tout ça. Mais quand on a fini de faire ça, salut notre constitution, c'est bien. Mais après on s'est reposé pendant 30 ans, tel la cigale. Et puis on se réveille, on se voit qu'on est obligé donc de faire des efforts pour rebâtir. Donc, c'est ces efforts. Beaucoup comme les passés, ceux qui ne peuvent pas avancer, ils regardent l'arrière, ils disent notre démocratie est en danger. Tout ce parce qu'on leur refuse, on leur dit maintenant halte, la répression est terminée, les gars désormais au travail. Donc au travail les amis d'Albert Tevoidre, je pense que c'est aujourd'hui que Patrice Talon crie. Je pense que au travail les amis de la conclusion, je pense que ça a une résonance particulière aujourd'hui. Au travail les Béninois, le meilleur n'est qu'au bout de cela et c'est demain. La réponse. Merci, voilà, monsieur Baforican. 15 secondes. 15 secondes pour dire que le chef de l'État a instauré dans notre pays un nouveau type de gestion managériale qui fait du chemin. C'est comme un médecin, il scrute son patient, il pose le diagnostic, il met le protocole de traitement et il suit. Il suit sans idéologie. Et là, ça va être la question qu'on n'a pas abordée, mais qui va faire le tollé. Parce que le chef de l'État vient de jeter une grosse pierre dans la mare des politiques. Parce qu'aujourd'hui, que diront les militants BR et UP dès lors que le chef de l'État dit qu'il ne se reconnaît pas à travers une idéologie. Alors que c'est deux. Non. Tu verras que le débat va s'imposer. Le chef de l'État n'est pas membre de. Non, je n'ai pas dit ça. Je dis c'est deux partis qui le soutiennent. Non. Si je ne vais pas au bout de si je ne vais pas au bout de ma pensée, on va me porter des intentions. Je dis que les partis de la mouvance, et j'ai cité principalement UP et BR, donc il vient d'en rajouter UDBL, cette partie-là. Parce qu'en réalité, c'est quoi? Un parti politique, c'est une idéologie. Je l'ai dit, c'est un format, c'est une idéologie, c'est des militants, c'est une structuration. Alors vous soutenez quelqu'un qui dit qu'il ne se reconnaît pas à travers
une idéologie ou les idéologies. Mais ça, c'est que lui, il est pragmatique. Oui, lui, c'est le chef de l'État. Le débat va se mener. Et je crois que le débat vient de s'ouvrir. Merci, M. Amosso. Il n'y a pas de débat. Pour des plateaux sûrement. Merci, M. Maforigan. M. Amosso, merci. M. Xavier Lemont. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce plateau de décryptage. Merci, M. Maforigan. M. Amosso, s'il vous plaît, nous avons fini le plateau. Nous allons peut-être nous retrouver pour mieux en discuter. Merci, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'était donc le plateau décryptage de l'entretien du chef de l'État qu'il a accordé à la presse. Il faut juste retenir que le chef de l'État, vous l'avez compris, n'a pas d'idéologie, il est pragmatique, il est orienté développement et il fera tout son possible pour y arriver. Bonne soirée à vous.